Eh bien, tout simplement faire un focus sur un sujet particulier et un sujet 2017, puisque dans certains ici, les euros ont démarré. Alors Stéphanie me demande de décaler l'image vers la gauche. Donc de cette manière, est-ce que là c'est mieux? C'est pareil. Bon, et de cette manière, est-ce que au niveau donc de l'image, tout est en place? Merci de bien vouloir me répondre. Parfait. Bien. Donc, le programme, nous allons, dans un premier temps, regarder de plus près l'arrêté de juillet 2009 qui régit donc l'oral, l'épreuve orale du concours. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, donc je les salue. Et je vous indique donc, pour ceux qui découvrent ce système de webinaire, je leur indique la possibilité de me poser des questions, donc d'interagir en appuyant sur la petite flèche orange. Vous avez une flèche orange donc à disposition qui, en l'actionnant, vous permet donc d'ouvrir l'espace de chat ou de questionnement. Bien, je suis Alain Nibaldi, j'ai 54 ans, je fais passer des concours depuis un peu plus de 20 ans. Vous pouvez retrouver un ouvrage dont je suis l'auteur et 100 questions à l'oral, et vous pouvez me retrouver sur www.visioprepa.com et visioprepa.fr. Au total, cela représente 10 sites internet, donc ces 10 sites constituent le groupe Visioprepa. Les sites sont spécialisés en ce qui concerne les tests, d'autres l'oral. Visioprepa traite le concours par le biais de la vidéo. Et vous pouvez également, concernant l'oral, me retrouver sur oral-concours-infirmier.fr et voir également le palmarès de tous les candidats qui ont obtenu 20 sur 20 et avec cette année la possibilité de parler avec eux en direct, étant partie du principe que les mieux placés pour parler donc d'un 20 sur 20, puisque 20 sur 20 c'est la consécration, c'est la palme d'or, dirons-nous, eh bien ce sont les intéressés eux-mêmes. Donc vous avez maintenant la possibilité eh bien, d'être joint directement par ces différents candidats. Le plan donc, de ce soir est très simple. Comme je l'ai indiqué précédemment dans un premier temps, je voudrais éclairer certains points à l'intérieur de l'arrêté 2009. Je vous invite à taper donc sur Google la barre des recherches arrêté concours infirmier juillet 2009 et vous trouverez le texte donc qui régit l'épreuve de A à Z. Mais je vais le faire pour vous puisque je vais simplement citer quelques articles donc de cet arrêté de juillet 2009. C'est en quelque sorte, je dirais, la Bible de l'oral infirmier. Donc à l'intérieur de cet arrêté, nous allons voir 4 points en particulier et puis, bien évidemment, c'est, je dirais, le point culminant de cette soirée, de ce webinaire, le traitement d'un sujet qui, à mon sens, est crucial, un sujet d'une importance capitale. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Donc un webinaire d'une durée d'1 heure approximative. Et nous allons donc démarrer par quelques points techniques, administratifs. Et je veux dans un premier temps parler des listes, puisque à l'issue de l'épreuve orale, donc d'admission, et au vu des notes obtenues à partir des 3 épreuves, psychotechnique, culture générale et l'oral, donc le jury établit une liste de classement. Bon, alors en cas d'égalité de points entre 2 ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'écrit. Et ensuite, donc la note obtenue à l'entretien. Lorsque cette procédure n'a pas permis de départager, sous-entendu lorsque cette procédure débouche sur 2 notes identiques, c'est le candidat le plus âgé qui sera classé avant les autres. Voilà, ça c'est un point que je souhaitais vous rappeler ou vous indiquer si vous ne le connaissez pas. Donc,
Voilà comment on établit la liste, je dis bien la liste principale. Concernant les candidats déclarés admissibles par le jury, et donc autorisés à se présenter à l'oral, évidemment, vous allez bientôt, puisque les écrits sont, je dirais, à la moitié, mais nous allons bientôt clôturer les écrits dans les différents IFSI début avril. Vous allez donc retrouver un cadre infirmier, un cadre IFSI et une personne extérieure dont je fais partie. L'entretien est donc relatif à un thème de sanitaire et social et cet entretien est destiné à apprécier votre aptitude à suivre la formation. Et là, je cite le texte officiel et j'insiste sur ce verbe suivre la formation. On a tendance à oublier que durant l'oral, donc infirmier, il y a deux objectifs. Un, l'objectif qui consiste à comprendre si vous serez en mesure, je dis bien en mesure de suivre la formation, les 3 années à proprement parler. Donc vous comprenez dès lors que nous allons en tant que jury orienter nos questions sur votre capacité d'analyse, capacité de synthèse. Bien évidemment, c'est plutôt la culture générale dans ce cas précis qui est déterminante. Deuxième aspect au niveau donc de l'oral, donc d'un oral hybride, les motivations, c'est-à-dire les moyens que vous avez mis en œuvre dans le passé et aujourd'hui. Ces deux éléments constituent ce que l'on appelle le projet professionnel, le futur. L'épreuve dure 30 minutes et elle est notée sur 20. Et le texte dit, je le cite, l'exposé est suivi d'une discussion. Vous voyez que le terme de discussion est intéressant. Ça signifie qu'il y a une dimension universitaire, certes, mais il y a une discussion, c'est-à-dire, alors il ne s'agit pas de bavarder, mais véritablement de montrer l'implication, la relation du sujet avec le monde, la société française au jour d'aujourd'hui. Et évidemment, vous l'avez compris, c'est le sujet de ce soir qui va nous permettre d'opérer une démonstration, une véritable démonstration, puisque le sujet de ce soir c'est un sujet que je qualifierais pour ma part d'extraordinaire, d'admirable. Il cristallise, je dirais, tout l'oral du concours infirmier à lui seul. Évidemment, vous le savez, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien. Concernant la liste déficitaire, lorsque un établissement se trouve je dirais, dans la situation qui est la suivante, à savoir les candidats ont préféré un autre institut, donc ça signifie que l'établissement en question n'a pas suffisamment d'inscrits, alors celui-ci va piocher dans l'ordre d'arrivée, attention, dans l'ordre d'arrivée au niveau donc du deuxième IFSI, de la deuxième école d'infirmiers. Évidemment, dans la limite des places disponibles. Bien. Là également, le texte est intéressant. C'est la raison pour laquelle je pense que ce soir, il est important de le rappeler. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait évidemment aux épreuves de sélection, cela va de soi, mais dans la région où est situé l'institut. Je dis bien dans la région. Donc, à partir du moment où, et parmi vous, beaucoup parmi vous donc seront amenés à postuler dans des IFSI déficitaires, il faut bien comprendre que là, il y a un facteur donc que vous ne pourrez pas maîtriser, c'est-à-dire la priorité aux candidats donc issus de la région où se situe le dit institut. Je voudrais également, par mesure de précaution, vous rappeler que vous aurez dans quelques semaines 10 jours pour donc confirmer votre accord écrit, c'est-à-dire le fait que vous acceptez d'être formé dans tel IFSI, je répète, un délai de 10 jours. Voilà quelques points, je dirais, sur lesquels je souhaitais revenir, et donc
Avant de commencer le traitement du sujet, je vais répondre à quelques-unes des questions, dont celle de Christelle, n'est-ce pas? Christelle qui dit peut-on venir avec des recommandations de nos anciens employeurs ou stages? Nullement. Ce n'est pas un entretien de PME-PMI, donc vous ne devez pas et vous ne pourrez pas venir avec vos recommandations. Cela n'a pas de sens. Vous pourrez en faire état, je dirais, verbalement, mais en aucun cas venir avec ce document. Iman, l'ordre d'arrivée, c'est tout simplement la date de votre inscription, tout simplement. Élise, oui, vous connaîtrez le nombre de postes. Et Christelle, voilà, donc j'ai répondu à sa question. Y a-t-il d'autres questions, je dirais, d'ordre administratif, légal, juridique? J'insiste sur les 10 jours. Bon, et évidemment, j'en ai pas fait état. Vous savez que vous devez satisfaire au vaccin et donc être à jour avec donc l'attestation officielle. Camélia, donc les IFSI sont tous déficitaires nullement. C'est très aléatoire et il est vrai que certains IFSI sont abonnés en quelque sorte au déficit, enfin pas toutes les années, mais plus particulièrement. Donc ça représente à peu près 10% des IFSI. Où est-ce qu'on peut trouver le nombre de pots? C'est très difficile. Là, il faut vraiment faire, je dirais, IFSI par IFSI. Odile, donc vous posez la question suivante, la question du financement de formation intervient-elle? Oui, il est très important de souligner que vous avez votre financement. Très délicat évidemment d'aborder le problème du financement, je dis bien très délicat. Néanmoins, il ne faut en aucun cas, Odile, laisser planer le doute que vous attendez un éventuel accord. Donc je suis désolé de vous parler de cette manière, il y a une dimension un peu similaire à celle du poker, en quelque sorte, mais partez du principe que le financement est acquis. Et s'il s'agit d'un financement FONGECIF, vous savez que vous pouvez toujours donc faire un appel au cas où le financement soit refusé. Elodie, donc Elodie, vous posez une question. Si plusieurs concours réussis, les résultats sont affichés ensemble pour avoir les 10 jours. Donc là, je ne comprends pas la nature de votre question, donc il faudrait que vous la reformuliez autrement, Elodie, s'il vous plaît. Ensuite, donc la Pauline, concernant la disponibilité du vaccin, je n'ai hélas pas la solution. Donc lorsque je sais, je vous le dis, mais lorsque je ne sais pas, je préfère le dire tout net. Ça simplifie les choses. Ensuite, Stéphanie, si nous avons une liste, peut-on ensuite non. Il n'y a pas de yo-yo. Donc, il s'agit d'une démarche, je dirais, sérieuse qui implique beaucoup d'acteurs. Donc, il va falloir vous responsabiliser et indiquer vos choix d'une manière claire, définitive et catégorique. Marine. Donc, Marine, quelle question posez-vous? Donc là, je réponds à une question pendant 10 minutes et ensuite on enchaîne. Il y a un site qui publie les IFSI déficitaires, mais moi je vous invite à regarder le problème autrement, examiner dans quelle mesure vous êtes capable d'être mobile. Si vous habitez Nice et que le IFSI de Brest est déficitaire, bon, il faut réfléchir à votre capacité à prendre votre valise et aller habiter à Brest. Ensuite, évidemment, vous l'avez compris, on ne peut pas à l'avance savoir quels IFSI, lesquels seront déficitaires ou pas. Donc, il y a un côté évidemment aléatoire dans cette démarche. Elodie, savoir si les résultats sont affichés en même temps, car peut-on devenir problématique pour donner des réponses dans les 10 jours? Et oui, mais ça c'est le problème. Vous sécurisez votre démarche en multipliant les concours, mais il y a le revers de la médaille par la suite, dont celui-ci. Camélia, bien évidemment, si vous avez perdu votre carte d'identité,
eh bien, il faut avoir l'attestation que les policiers vous produiront, l'attestation de perte officielle qui, d'un point de vue juridique, remplace la carte d'identité. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Sonia. Alors, si nous passons le concours dans un seul IFSI, celui-ci de notre ville, est-ce que cela peut nous l'être reproché? Pas du tout, Sonia, nullement. Si vous habitez Marseille et que vous le passez à Marseille, eh bien, je dirais que c'est ni un avantage, ni un inconvénient, c'est une simple réalité. Marie, excusez-moi si cette question a déjà été posée. Écoutez, je vous excuse par avance. Mais si on n'a pas encore effectué le vaccin contre l'hépatite B au moment du concours, non, cela ce n'est pas un problème. Il faut que vous soyez à jour donc des vaccins, donc avant l'entrée en formation. Voilà. Alors nous continuons. Elodie. Alors, j'ai appris que si on est en position d'une photocopie de carte d'identité, il suffit de la faire officialiser par la préfecture. Alors, ça s'appelle une photocopie, comment le terme m'échappe, euh, officialisée, donc le terme m'échappe, je m'en excuse, mais à ma connaissance, ça existe, oui, mais là, vous comprenez que c'est pas mon champ de compétence de savoir comment fonctionne, je dirais, la gendarmerie, la police ou la préfecture, mais ça me semble possible. Alors Stéphanie, dans mon cas, j'ai passé les concours AS et IDE. Si je réussis, AS, je devrais donner une réponse, mais j'aurai la réponse des écoles après, donc à ce moment-là, je vais relancer à l'école AS. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle la roulette russe. Voilà, certifié conforme. Merci Christelle. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Merci. Iman, si par exemple je suis sur la liste principale, sur un IFSI et l'autre sur une liste complémentaire, que dois faire sachant qu'il faut 10 jours pour confirmer? Écoutez, de toute manière, toutes les questions que vous êtes en train de me poser, là, ce sont des problèmes uniquement personnels. Et je le répète, plus vous multipliez les IFSI, plus c'est complexe et vous devez à un moment donné soit prendre des risques, mais je vous le déconseille, soit eh bien, prendre une décision qui sécurise. Mais dans tous les cas de figure, vous devez confirmer à un endroit et d'une manière implicite, à partir du moment où vous ne le faites pas dans un délai de 10 jours, eh bien, vous perdez la place. Voilà, c'est le jeu des chaises musicales. Bien, Elodie, pour le fonds gestif, il faut faire une demande quand. Donc là, c'est à partir du moment où vous avez réussi le concours. Sadrina, donc voilà. Bonsoir, mademoiselle Bousseau. Enfin, donc Aïcha, si on habite Paris, est-ce possible de passer le concours à Dunkerque? Mais écoutez, Aïcha, vous pouvez le passer à Dunkerque, vous pouvez le passer au Puy-en-Velay, à Privas, à Bordeaux, où vous le souhaitez, près de la mer ou à la montagne. D'autres questions? Voilà, donc ça c'est, je dirais, la mise en route. Donc Vanessa, pour la perte de carte d'identité, la gendarmerie ne le fait pas, sauf pour vol. Mais écoutez, je prends acte. Tout dépend si en effet vous habitez en ville ou à la campagne. Mais je le répète, cette dimension n'est pas spécifique au concours infirmier. Et je ne maîtrise pas les procédures administratives, qui plus est, l'administratif n'est vraiment pas ma tasse de thé. Bien, nous allons donc, si vous le permettez, passer à la deuxième étape, qui elle est beaucoup plus, je dirais, intéressante et passionnante. Alors, dernière question. Bon, voilà. Donc, Elodie nous dit que le passeport, le permis, le livret de famille fonctionne. Eh bien, voilà. Là, nous sommes au top. Nous savons tout. Non Sonia, uniquement car sud-est. Voilà, bien, allez, c'est parti. Voilà, maintenant, nous allons évoquer ce sujet. Le voici, je l'énonce.
Commentez, argumentez cette phrase du point de vue de votre futur métier d'infirmier. Deux points, ouvrez les guillemets. Doit-on prendre notre mal en patience ou notre bien en urgence? Je répète, doit-on prendre notre mal en patience ou notre bien en urgence? J'attire votre attention. Nous sommes confrontés, dans le cas de figure présent, à un sujet appelé sujet de projection. Je vous rappelle que sur www.visioprepa.fr, vous avez des sujets à l'écrit et vous retrouverez à l'intérieur des sujets, donc à l'écrit, des questions de projection. On appelle question de projection une question où vous devez répondre à l'écrit ou à l'oral en tant qu'infirmier. Attention, je précise, en tant que futur infirmier. Bien. Donc ça signifie qu'on vous demande de chausser des lunettes, vous devez mettre des lunettes et percevoir la réalité, donc au travers des verres d'un infirmier. Je répète, commentez et argumentez cette phrase du point de vue de votre futur métier. Donc en tant qu'infirmier. Donc, lorsque l'on vous invite à faire un plan, à énoncer une problématique à partir du sujet doit-on prendre notre mal en patience ou notre bien en urgence, le on, il s'agit des infirmiers. Et donc, par voie de conséquence, vous. D'où le terme de projection. On vous demande de vous projeter, c'est-à-dire d'imaginer, de vous imaginer en tant qu'infirmier, et en tant qu'infirmier, qu'est-ce que vous allez dire face au jury au regard de prendre notre mal en patience ou notre bien en urgence. Bien. Donc, je vais tout simplement vous demander de prendre un bloc-notes, un stylo, et vous allez faire, imaginer. Vous êtes donc dans 2 mois, dans un des IFSI, et le jury vous donne ce sujet, soit sur un petit papier, soit vous le notez, peu importe. On vous isole dans la pièce d'à côté, et vous avez 10 minutes pour répondre à cette question. Donc il est 18h53, je vais rester silencieusement face caméra, c'est à vous, je vous demande donc de réfléchir au sujet, 18h53, allez-y.
j'indique pour ceux qui viennent de se connecter, puisque je vois sur le compteur que plusieurs candidats viennent donc d'arriver. Donc pour éviter que vous demandiez ce qui se passe, vous devez traiter le sujet qui apparaît sur l'écran. Donc vous avez quelques minutes pour préparer le sujet à l'oral. Nous sommes à l'oral du concours infirmier, d'où évidemment mon silence. Donc c'est à vous de travailler. Vous avez quelques minutes pour préparer cet intitulé. Voilà, je m'adresse plus particulièrement à Silam Saidi. Voilà, je pense que vous avez eu le temps. Évidemment, ça ne correspond pas aux 10 minutes, mais vous pourrez bien évidemment reprendre ce webinaire. Je souligne au passage que celui-ci, a priori, est le 84e. Donc, nous avons produit avec Visioprépa près d'une centaine donc, de webinaires. Nous n'avons eu aucun problème technique, aucun webinaire a été annulé, donc le système fonctionne bien et nous en sommes tous ravis. Donc ce soir, c'est l'avant-dernier. Et pour justement vous mettre à l'épreuve, j'ai choisi ce sujet qui, pour ma part, je dois le dire, est un sujet que je qualifierais je dirais, de pertinent, et pour le jury que je suis, un très bel outil pour recruter. Bien. Nous avons donc la nécessité avec un sujet comme celui-ci, donc voilà la méthode que je vous donne, surtout pour un sujet de projection, vous devez, c'est ce que j'appellerais la prise en main du sujet. Vous devez donc face au jury, durant votre prise de parole, votre première prise de parole, vous devez décrypter le sujet. Voilà. Alors, j'apprécie le terme de décryptage. Pourquoi décrypter? Pourquoi ce verbe décrypter? Parce que décrypter signifie analyser, déceler le sens caché ou le sens profond. Donc, d'emblée, je dis bien d'emblée, vous devez, 1. Relire le sujet, reformuler le sujet et immédiatement le décrypter. Le décrypter signifie, dans un premier temps, souligner que prendre son mal en patience est une expression de la pensée commune. Alors, vous pouvez qualifier ça de proverbe, d'adage, mais il est 19h. Vous le savez, vous l'avez déjà entendu, de temps en temps, on peut dire, eh écoute, ça suffit maintenant, essaye de prendre ton mal en patience. Bon. Qu'est-ce que ça signifie prendre son mal en patience? Ça signifie supporter quelque chose avec résignation. Supporter quelque chose avec résignation. De l'autre côté, l'idée de notre bien en urgence, d'accord? Doit-on prendre notre mal en patience ou notre bien en urgence? Nous avons l'idée ici d'une réaction. Si je réagis, si je prends en main ma destinée, si je m'occupe de mon bien, si j'agis conformément à mes intérêts, donc là, il n'y a pas une dimension
donc qui consiste à subir, mais au contraire à réagir. Et donc, à partir du moment où vous décryptez le sujet comme je viens de le faire, vous devez énoncer la thématique, c'est-à-dire ce sur quoi porte le sujet, et donc, la thématique ici est tout simple, c'est les conditions professionnelles des infirmiers. Je dis bien, la thématique concerne les conditions professionnelles, c'est-à-dire ce à quoi les infirmiers sont aujourd'hui confrontés. En d'autres termes, comment ils travaillent, avec quels moyens, quelles sont leurs difficultés, etc. Donc voilà la thématique. Et évidemment, première phase, décryptage. Deuxième phase, j'énonce la thématique, parce que la thématique n'est pas visible, je dirais, immédiatement. Et ensuite, la problématique. Eh bien, la problématique, c'est comment travailler en tant qu'infirmier au jour d'aujourd'hui, compte tenu des conditions. Donc évidemment, c'est un sujet qui est redoutable. C'est un sujet qui est redoutable dans la mesure où il nous renvoie aux questions de motivation qui sont les suivantes. 1. Quels sont les points noirs de ce métier? 2. Qu'est-ce que vous redoutez à l'intérieur de ce métier? Et évidemment, depuis 22 ans que je fais passer les oraux, depuis 22 ans, j'entends toujours la même chansonnette, à savoir travailler les jours fériés, travailler la nuit, être confronté à la mort. Voilà, ça c'est le triptyque que l'on trouve dans la quasi-totalité des argumentations des candidats lorsque ceux-ci sont confrontés aux questions point noir, difficulté, qu'est-ce que vous appréhendez, point. Alors évidemment, ce sujet vous invite d'une manière indirecte et à l'intérieur de l'espace, attention, à l'intérieur de l'espace culture générale. Et donc c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que si d'aventure vous êtes confronté à un sujet de projection de ce type, où on vous demande de vous exprimer sur le métier d'infirmier, ça signifie que votre oral, alors que celui-ci est scindé à partir d'une partie A, culture générale, et une partie B, motivation, dès lors, A et B fusionnent. Puisque à l'intérieur de la culture générale, vous serez amené à prendre position et à montrer quelle représentation vous avez du métier d'infirmier. Alors évidemment, ce sujet fait écho en direct au suicide des infirmières qui évidemment ont fait écho dans la presse, Le Monde, Le Figaro, etc. Et cette infirmière qui, malheureusement, donc, a décidé eh bien, de mettre fin à ses jours. Nous avons vu ensemble durant cette année que s'interroger sur des problématiques de culture générale consistait ou à trouver les causes du phénomène, c'est-à-dire les raisons, pourquoi nous en sommes là, ou d'affirmer un point de vue, et ensuite, par les expressions cependant, nonobstant, à objecter. Donc soit j'affirme une thèse, quelle que soit la thèse, et je nuance, j'objecte, thèse, antithèse, c'est une démarche qu'on qualifions de dialectique, ou une démarche qui consiste à comprendre un phénomène, et pour comprendre un phénomène, il faut évidemment en déceler les causes. C'est ce que nous appelons donc une démarche analytique. Plan analytique, plan dialectique. Daniel souligne avantages et inconvénients. Je vous déconseille vivement d'opter pour, je dirais, un traitement
quels sont les inconvénients, quels sont les avantages. C'est, me semble-t-il, simpliste, voire niais. Samy, vous évoquez le manque de personnel, le manque de matériel, la surcharge de travail, la cause des arrêts de maladie, les agressions face aux soignants. Je dirais, Samy, que vous êtes au top. Vous êtes au top dans la mesure où vous avez brillamment brossé le tableau du service public au jour d'aujourd'hui. En effet, puisqu'il va falloir que vous distinguiez, un, la réalité du métier d'infirmier à l'intérieur donc de l'ensemble appelé service public. Je dis bien, il y a l'ensemble, c'est-à-dire service public, et un sous-ensemble infirmier. Et un sous-ensemble infirmier dans le privé. Vous pouvez très bien travailler dans le privé et donc ne pas épouser le service public. Donc bien évidemment, comme le dit Sadrina, ce dont il est question ici, c'est bien évidemment le malaise des infirmiers. Donc, ce qu'évoquait Samy, et Iman me demande de reprendre les mots de Samy, mais c'est inutile puisque justement ce qu'a dit Samy, Samy a anticipé ce que je souhaite, avec la diapo suivante, vous expliquer. Donc, Iman, ne vous inquiétez pas. Nous évoquons ici, et Samy en est le porte-parole, puisque Samy a vraiment bien résumé cette situation, et a évoqué le problème des incivilités. Évidemment, ça fait partie des points noirs, des difficultés, et cela, d'une manière générale, nous renvoie au problème des grèves. Les grèves des infirmiers, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, et nous avons vu les quelques dernières semaines, évidemment, des mouvements qui se manifestent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes, vous savez bien évidemment aussi bien que moi, nous sommes dans une période électorale. Donc, on peut réfléchir ensemble à une démarche analytique. Je rappelle au passage que le plan analytique consiste à trouver les raisons. Je n'aime pas ce côté un peu singé, vous voyez, la méthodologie de la prépa. Et je sais que ça crée et ça produit des dégâts, ce genre de choses. C'est-à-dire que cela vous évite de réfléchir et vous avez tendance à transposer, vous avez tendance à reprendre des modèles de plans, les utiliser sans réfléchir. Donc je préfère parler de raison. Pourquoi nous en sommes là? Pourquoi le service public est-il en décrépitude? Qu'est-ce que cela entraîne? Qu'est-ce que cela entraîne chez les soignants et plus particulièrement chez les infirmières? Comment y remédier? Comment? Voilà les axes qui seront les nôtres et ceux que je vous suggère ce soir pour évidemment traiter ce sujet. Alors, permettez-moi eh bien, de citer une infirmière. On n'en peut plus, à commencer par le manque de moyens dû aux restrictions budgétaires. On a toujours plus de patients, mais moins de temps à passer auprès d'eux, car on doit les faire sortir au plus vite. Faire du chiffre avec la santé paraît difficile. Il y a aussi eu les suicides d'infirmiers cet été. C'est trop, sans oublier le gel des salaires pendant quelque temps. Pas de montée d'échelon, de nouvelles organisations. Le burn-out est ancré dans le quotidien des infirmiers. Voilà, je dirais, le résumé de la situation. C'est une phrase qui, évidemment, fait froid dans le dos. C'est une phrase qui est grave.
on n'en peut plus. Donc, bien évidemment, cela fait écho à la vidéo postée par Clémentine French. Je le sais, j'insiste, voire j'abuse, depuis le mois de septembre, je ne cesse de répéter ce nom, Clémentine French. Mais pourquoi est-ce que je répète sans cesse Clémentine French? Parce que cette vidéo de Clémentine French est comme un drapeau, c'est comme un étendard, elle est le porte-parole de toutes les infirmières proches du burn-out. Donc, vous devez bien évidemment marquer manque de moyens, car le manque des moyens nous renvoie aux restrictions budgétaires. 10 millions de personnes ont écouté le débat politique hier soir sur TF1. Il a été question, bien évidemment, de la santé. Il a été question des restrictions budgétaires. Donc, il ne s'agit pas de faire de politique, mais vous avez bien compris que c'est difficile d'assumer un métier sans moyens. Moyens, donc, matériels, moyens humains, car si dans un service, pour que celui-ci fonctionne, il faut 5 infirmières et par manque de moyens, il n'y en a que 4, forcément, les 4 vont pâtir, souffrir, faire des heures supplémentaires et, évidemment, c'est l'extrême, voire craquer. Mais ce n'est pas tout, comme me dirait quelqu'un que je connais. Il faut faire du chiffre, c'est-à-dire qu'on a l'idée ici de rendement. Attention à cette question, est-ce que un malade est un patient ou un client? On peut se poser la question. Donc, le gel des salaires, ça signifie qu'il n'y a évidemment pas d'augmentation, et tout cela concourt évidemment à compliquer, problématiser ce métier. Alors, Sabrina, vous notez les revendications, la loi travail, comme la tarification de l'activité, burn-out, suicide, manque de soutien. Oui, c'est évidemment ce que j'ai essayé de noter à partir de cette citation donc d'une infirmière en colère. Les causes. Les causes de cette situation, donc je le répète, je le notais une énième fois sur YouTube, lettre à Martin Hirsch, donc de la part de Clémentine, le prénom comme le fruit French, F-E-N-S-H. Mais ce soir, essayons d'aller plus loin. Je vous invite à vous connecter, à partir donc évidemment de Google, sur le site de l'ONVS. Vous avez en dessous le http social-santé.gouv. Bon, l'adresse mail internet ici est un peu compliquée, donc essayez simplement de taper pour trouver le site.gouv ONVS, et ONVS signifie l'acronyme Observatoire national des violences en milieu de santé. Cet organisme recueille depuis 2005 les signalements de faits de violence et évidemment les incivilités. Les incivilités uniquement donc au milieu de santé, dans les milieux de santé, contre les personnes et contre les biens. Certes, l'ONVS essaye de prévenir, mais la situation est la suivante. Aujourd'hui, une agression sur 2 concerne les infirmiers, 46% selon le sondage.gouv, et les médecins sont confrontés aux incivilités dans une proportion de 9%. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui ne plus considérer la relation infirmier-patient, être à l'écoute, etc., c'est-à-dire avoir une vision idyllique, puisque vous avez souvent, vous tous, le défaut de transformer cette relation et de la transposer au pays de oui-oui chez Blanche-Neige. Non, vous serez confrontés donc aux incivilités. Les conséquences.
l'absentéisme, tout simplement. Les chiffres sont clairs, l'hôpital est le secteur le plus touché par l'absentéisme. Il est 2 à 4 fois supérieur à celui des autres secteurs, à la différence du secteur industriel. Et il ne cesse d'augmenter. En d'autres termes, à partir du moment où vous êtes en situation de dépression, de burn-out, vous n'en pouvez plus, vous êtes éreinté. Je vous rappelle que Clémentine French dit ouvertement « Je travaille 10 heures debout, sans avoir le temps de déjeuner et sans avoir le temps d'uriner. » Voilà. Au bout d'un certain temps, on craque. Donc, l'absentéisme guette. Christelle, vous posez une question. Nous voyons des affiches pour respecter les personnes travaillant en milieu hospitalier. Bien évidemment qu'il y a des affichettes et vous devrez donc souligner ces démarches. C'est ce que j'ai fait précédemment avec ce qu'on appelle ici outils de bonne pratique qui encouragent à la coordination, à la prévention. Bon, c'est en effet cette réalité, confrontée à la réalité, mais voilà comment le législateur et comment celui-ci essaye de faire face. Mais ce n'est pas le législateur qui fait face, ce sont les infirmières, puisque ce sont les soldats qui sont justement au premier rang. C'est elles qui reçoivent le feu de l'incivilité des patients qui font preuve d'un manque d'éducation, et évidemment, le service qui est vraisemblablement le plus visé, c'est, vous l'avez compris, vous le savez, incontestablement, les urgences. Essayons donc d'aller plus loin. J'ai repris une citation d'une infirmière dans la presse, j'ouvre les guillemets, c'est elle qui parle. C'est triste à dire, mais on nous félicite qu'au lendemain d'un attentat. C'est intéressant comme phrase. Ça signifie, lorsque l'on voit des infirmières renoncer à leur RTT, venir à l'hôpital pour travailler sur leur temps de repos parce qu'il y a eu un attentat, alors, là, dans le cas présent, elles reçoivent toutes les félicitations de la part des politiques. Mais, lorsque elles sont confrontées à leur travail quotidien, eh bien, celles-ci ne sont pas félicitées. Ce n'est pas moi qui le dis, donc c'est une citation d'une infirmière, une anonyme. Le sous-effectif est évidemment le cancer de ce métier. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ça signifie que vous produisez un travail 1,5 fois supérieur à ce que vous êtes normalement en mesure d'assumer. Qu'est-ce que cela entraîne? Évidemment, cela entraîne les arrêts de travail, c'est ce que nous avons vu, un excès de pénibilité au travail, et donc les demandes de retraite anticipée, l'absentéisme, je l'ai dit et je le répète, ce terme de burn-out, je vous rappelle que je crois que c'est M. Hamon qui souhaite la reconnaissance du burn-out en tant que maladie professionnelle, les dépressions, et évidemment, à partir du moment où on parle de dépression, de troubles, on va évidemment évoquer le cancer, puisque le cancer, les cancers se développent, les facteurs, je ne vais pas vous l'apprendre puisque vous connaissez tous vos thématiques, donc le stress favorise les cancers. Donc, des conséquences graves, des conséquences multiples, et, je le répète, un sujet comme celui-ci, je reprends l'énoncé pour que vous l'ayez, je dirais, devant vous. Doit-on prendre notre mal en patience? Sous-entendu, doit-on faire avec?
doit-on subir ou notre bien en urgence? Mais qu'est-ce que cela signifie, notre bien en urgence? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si ce n'est essayer de prendre soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Car voilà un deuxième sujet qui incontestablement est celui le plus grand des classiques à l'oral. Il est encore tombé une dizaine de fois à la PHP en Paris 2016 et vous verrez, et je suis persuadé, je parie une bouteille de champagne du Dom Pérignon du meilleur cru ce soir, que parmi les auditeurs de ce soir, un parmi vous, au moins un, tombera sur le sujet: doit-on prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres? Eh bien, ces deux sujets sont en quelque sorte imbriqués, puisque pour supporter les conditions de travail qui sont les conséquences du manque de moyens, pour supporter donc ces conditions, il va falloir prendre certaines précautions, dont prendre soin de vous, et également, c'est l'autre versant de la colline, à savoir prendre une certaine distance pour éviter, eh bien, d'être trop impliqué, puisqu'on parlait des incivilités face aux patients, mais il y a également notre aspect de ce métier, c'est lorsque on s'investit, que l'on a, je dirais, trop de proximité, qu'on se brûle du fait d'être le spectateur direct de la souffrance des autres. Alors je vais répondre à plusieurs questions. Camille, peut-on citer le nom d'un politique et son idée? Oui, à partir du moment où vous le faites d'une manière neutre, comme j'ai essayé de le faire. Camélia, des conséquences pour la collectivité? Oui, ce sont des conséquences pour la collectivité, celles que j'ai énoncées. Christelle, prendre soin des autres, il faut être bien nous-mêmes. Oui, et c'est tout simplement le sujet que je viens d'énoncer. Doit-on prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres? C'est évidemment ce que vous venez d'indiquer. Voilà. Donc, j'ai éclairé ce sujet de l'intérieur. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, je dirais, cassé la coquille du sujet, un peu comme si on cassait une noix pour trouver le fruit. Et donc, rappelez-vous, j'utilisais le terme de décryptage. Vous voyez que dans un premier temps, et je dirais que c'est spécifique à ce type de sujet, vous devez avoir le sentiment un peu de faire du surplace, mais il faut décrypter, hacher, découper, broyer, presser l'intitulé et montrer qu'il y a deux dimensions dans le sujet. Une dimension évidemment liée au ras-le-bol, sous-effectif, etc., pénibilité, et une deuxième dimension, à savoir la deuxième partie donc de l'intitulé, notre bien en urgence. Mais notre bien, c'est le bien commun. Parce que l'infirmière constitue aujourd'hui la garantie de veiller, gérer au bon fonctionnement de l'hôpital et donc de la santé de tous. Je continue le traitement donc de notre sujet pour tout simplement passer à l'étape du plan. Très fréquemment, on me pose la question, doit-on énoncer un plan? Oui, il est toujours préférable d'énoncer un plan. Et vous l'avez compris, j'ai essayé de décrypter les causes. Ensuite, je me suis attaché aux conséquences. Évidemment, dans la logique, à partir du moment où on cherche les raisons d'un phénomène, ce qui apparaît, ce que cela produit, phénomène, eh bien, irrémédiablement, on en vient à se poser la question sur comment faire les remèdes. D'où l'idée qu'il faut savoir prendre soin de soi, d'où l'idée qu'il va falloir marcher main dans la main, coude à coude, s'entraider, un pour tous pour un.
c'est la devise des mousquetaires, c'est la devise des infirmiers, il faut s'aider, se remplacer. Et en plus, je l'évoquais précédemment, traiter les malades qui quelquefois sont indélicats, mais évidemment, ce n'est pas la majorité des cas, et dans certains cas, et principalement en cancérologie, soins palliatifs, je ne parle pas des services donc court séjour, mais long séjour, hein, j'insiste sur la distinction court séjour, long séjour, donc cet investissement auprès des malades, eh bien, cet investissement nécessite que vous vous protégiez. Il est nécessaire que vous puissiez vous économiser, et donc c'est ce qu'on appelle, c'est le fameux concept de la distance thérapeutique. Je pense que le sport, même si moi-même je ne suis pas très sportif, même pas sportif du tout, je pourrais dire que finalement le sport doit vraisemblablement, j'imagine, être un élément, une importance capitale pour faire, je dirais, la part des choses. Et j'évoquais ce sujet 2017, car ce sujet est un sujet 2017, attention, parmi vous certains tomberont dessus. J'évoquais le sujet classique, doit-on prendre soin de soi pour prendre soin des autres? Eh bien écoutez, je vais en citer un troisième, dans les annales, vous allez comprendre où je veux en venir. Il a plusieurs intitulés, mais voici en substance l'énoncé du sujet numéro 3. Lorsque vous serez amené à quitter votre poste et à rentrer chez vous, laisserez-vous dans votre vestiaire tout dans le vestiaire comme le mécanicien laisse son bleu de travail dans le vestiaire? Sous-entendu, est-ce que dès la fin de votre poste et retour à la maison, vous allez porter sur votre dos tout ce que vous avez vécu durant votre service, ou est-ce que vous devez, ou est-ce que vous pourrez tout laisser dans le vestiaire? Donc voilà, là nous avons au moins 3 sujets de projection qui, je dirais, en disent long, puisque on a vraiment tout l'oral infirmier qui est cristallisé à partir de ces 3 sujets. Je répète, qu'il s'agisse de la blouse blanche que vous devez laisser dans le vestiaire, ou le fait de savoir prendre soin de soi pour prendre soin des autres, ou le sujet qui nous occupe aujourd'hui, il faut savoir donc, etc., prendre son mal en patience. Voilà ces 3 sujets, et allez, je vais prendre le risque, mais il n'y en a pas un quatrième. Ces 3 résument totalement les problématiques liées au sujet de projection, je dis bien les sujets où il est question du métier d'infirmier. Alors, le conseil que je vous donne, évidemment, puisque je vous ai mis à l'épreuve, vous deviez rédiger un plan, le conseil que je vous donne, c'est uniquement de noter les titres, grand 1, grand 2, grand 3, et bien souligner le ABC. Surtout, ne lisez pas vos notes. Systématiquement, un candidat qui lit ses notes à l'oral est en situation d'échec, il est éliminé. Il ne faut surtout pas, c'est un impératif catégorique, lire vos notes. Donc, vous vous en inspirez. Ici, dans le cas présent, nous sommes dans une posture que j'ai qualifiée d'analytique, mais j'essaye de prendre certaines réserves, parce que je ne veux pas non plus que vous standardisiez, que vous preniez à la lettre le plan selon lequel il faut absolument trouver des causes. Il y a des sujets qui ne se prêtent pas à ce traitement. Dans le cas présent, évidemment, ça a été mon choix. Alors, Émilie posait une question. Le sport, oui, mais je penserais plutôt à une activité de décompression. Par exemple, moi, la décompresser, je fais du chant. Bon, alors, qu'il s'agisse du yoga, du tai chi, du chant, vous pouvez faire du flamenco, vous pouvez faire du rock, vous pouvez de la chorale, vous pouvez partir à la pêche, vous pouvez faire des puzzles, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je pense que le sport, c'est une activité purement physique, est une sorte d'exutoire où vous allez vraiment sortir de vous toute, je dirais, cette noirceur, toute cette angoisse, etc. Mais en effet,
il faut trouver une vie, il faut trouver un certain équilibre, il faut trouver une technique, une maîtrise consistant justement à scinder les deux et surtout une très bonne entente dans l'équipe, puisque vous l'avez compris, travailler dans ces conditions suppose bien évidemment une entraide permanente. Mélissa, donc si on dit qu'on laisse la blouse blanche dans le vestiaire, qu'on ne mélange pas le travail et la vie privée, sommes-nous pénalisés? Mais pas du tout, Mélissa, puisque vous devez tout laisser dans le vestiaire. Si vous ne laissez pas, je dirais, tous les soucis, les préoccupations, les attentes, etc. dans le vestiaire, mais vous n'allez pas faire long feu. Donc je sais qu'une infirmière au jour d'aujourd'hui, sa durée de vie dans le service public est de 7 ans, mais c'est pas une raison pour vous brûler et euh, aller au devant des flammes, puisque là, vous allez au devant des flammes, vous allez vous brûler. Sandrina, après avoir présenté ce sujet au jury, le jury me pose cette question, pourquoi alors vous choisissez ce métier? Ah ah! Eh oui, Sandrina, vous avez tout compris. À force de cracher dans la soupe, à un moment donné, on va vous dire, mais dites donc, vous êtes maso, vous êtes suicidaire, pourquoi voulez-vous faire ce métier? Un homme averti en vaut deux, et bien évidemment, vous l'avez compris, à l'oral, on essaye de comprendre si véritablement vous avez une vue objective de cette réalité. Eh bien, la conclusion est qu'il vaut mieux savoir à quoi vous attendre, sentir que vous êtes capable, et vous ferez, comme toutes les infirmières en France au jour d'aujourd'hui, vous ferez avec. Comme le dit Ignace de Loyola, un moine jésuite qui a dit cette phrase que ma grand-mère me répétait quand j'étais jeune, qui est très très simple, mais écoutez, vous allez voir, mettez-moi où il y en a et je me débrouille. Donc je répète, mettez-moi où il y en a et je me débrouille. Bon, eh bien, il va falloir faire avec, et de toute manière, vous n'avez pas le choix. Alors, donc, Élise, avoir une vie personnelle, oui, très bien Élise. Ensuite, Camille, et le fait de tout laisser dans le vestiaire revient également à parler du secret professionnel. Oui, 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 par extension. Enfin, si vous voulez, le secret professionnel n'a pas vocation à épuiser. Vous voyez, garder un secret professionnel, bon, voilà, ça fait partie de la déontologie, mais ce n'est pas un point noir. Kelly, donc en gros, qu'on ait passé une bonne journée ou une mauvaise, on ne peut pas en parler à la maison après le boulot. Donc Kelly, là je crois que vous abusez. Lorsque vous rentrez chez vous et que vous retrouverez votre mari, vos enfants, etc., eh bien, vous pourrez peut-être évoquer votre journée. C'est une chose que de l'évoquer, c'est une autre chose que tout porter sur votre dos et en avoir, comme dit l'expression, plein le dos. Dounia, bonjour, mais ils disent pas qu'il faut parler à la maison pour décompresser. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop ce que vous dites, Dounia. Oui, d'un autre côté, parler, porter à la parole, c'est évacuer. Oui, je comprends ce que vous dites. Ensuite, dans la vie, il n'y a pas des solutions catégoriques. Ce que je veux dire par là, c'est que ce métier, à partir du moment où vous l'épousez, va vous envahir, vous ruiner. Et si vous ne respirez pas, si vous ne reprenez pas pied, eh bien, vous sombrerez. Sadrina me pose la question pourquoi ne faut-il pas lire vos notes? Eh bien, tout simplement parce que c'est niais et imbécile que de lire des notes devant un jury. Et Sadrina, imaginez, vous êtes en bac plus, vous devez vous exprimer, c'est-à-dire élaborer une discussion, vous devez démontrer et lire vos notes. Eh bien, c'est simplé et ça montre que vous n'avez aucune capacité à vous en détacher, donc il faut suivre votre plan, mais en aucun cas lire vos notes. Alors, Bonin, donc, me pose la question, est-ce que l'on peut utiliser un plan thèse-antithèse? Il faut prendre son mal en patience, mais prendre son mal en urgence quand il faut. Oui, je ne suis pas contre, parce que je n'ai pas un esprit dogmatique, donc je suis ouvert à un plan comme celui-ci. Sous-entendu, donc prendre son mal en patience parce que vous n'avez pas le choix. Donc ça, c'est
faire avec, prendre son mal en urgence quand il le faut. Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est un pétard mouillé, mais pourquoi pas? Ça fait pchit, dirons-nous. Marine, que dire quand on nous demande pourquoi infirmière et pas aide-soignante? Bon, d'accord, mais là, vous sortez du sujet. Ce soir, je suis dans un axe, parce que ça, je l'ai traité 10 000 fois. Donc, Marine, ça vous le retrouvez sur d'autres webinaires. Et je ne vais pas reprendre cette problématique que j'ai citée et traitée 100 fois depuis le mois de septembre. Alors, Samy, oui, mais on est tous humains, on ne peut pas se construire un mur. Oui, et oui, Samy, nous sommes en effet, nous ne sommes que des humains. C'est le facteur humain et c'est toute la grandeur et la difficulté de ce métier. Christelle, oui, mais il faut laisser aussi le taf au taf. Ah, ça, le taf au taf, le travail au travail, je suppose, et les problèmes perso à la maison afin de respecter chaque univers. Oui, pourquoi pas, Christelle. Peut-on aussi parler des bons côtés du métier? C'est préférable, Pauline, c'est préférable. Et tout ça en 5 minutes, c'est ça, donc 10 minutes. 10 minutes. Marine, que dire quand on nous demande pourquoi infirmière et pas aide-soignante? Alors là, Marine, elle est obsédée par aide-soignante, donc je vais quand même en parler parce qu'après, Marine va faire des cauchemars cette nuit. Donc Marine, qui est obstinée, pourquoi infirmière et pas aide-soignante? Parce que vous en sentez capable, parce que vous êtes jeune, parce que vous avez envie d'apprendre. Mais ceci dit, vous partez du principe qu'en cas d'échec répété, vous rentrerez par la fenêtre, c'est-à-dire que si on vous chasse par la porte, vous rentrez par la fenêtre et vous serez tout à fait d'accord pour passer le concours d'aide-soignante. Voilà, je vous rappelle qu'aide-soignante, c'est comme les poupées russes, ça fait partie donc de la première année. Le diplôme d'aide-soignante correspond à la première année d'infirmier. Il ne faut donc pas rentrer dans le détail, je ne sais pas de quoi vous parlez, Elise, mais vous allez me le dire. Et Silam, c'est une question personnelle, mais est-ce que c'est un avantage pour l'avoir l'oral, un mari médecin? Oui, en effet, c'est très personnel. Je ne pense pas, Silam, que le fait d'avoir un mari médecin soit un avantage. C'est une réalité, voilà tout. Donc, ceci dit, en général, lorsque je prépare des candidats à l'oral, j'indique la nécessité plutôt de ne pas le dire. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Bousseau. Alors, on donne une introduction, un développement et une conclusion brève. Oui, il va falloir le faire pendant 10 minutes, donc c'est très long. Hein. La présentation dure 10 minutes. Donc, non. La préparation dure 10 minutes et la présentation en moyenne 5 minutes. Donc, Sema, vous voulez que je parle des questions pièges? Non, là, en revanche, je suis désolé, je ne peux pas, puisque vous avez un webinaire sur Visioprépa où je fais le catalogue des 14 pièges, des questions pièges. Donc là, je ne peux pas me permettre, parce que les questions pièges, c'est un webinaire à part entière. Mais vous l'avez sur Visioprépa. Silam, je ne sais pas si vous êtes inscrite à Visioprépa. Si oui, nous le verrons individuellement sur Skype, puisque je vous rappelle que je vous prépare individuellement sur Skype. Donc, si c'est le cas, ça sera avec plaisir que nous regarderons, nous verrons ensemble le statut de votre mari, mais je vous déconseille de le dire. Pauline, alors, si le sujet ne nous inspire pas et que nous avons peu d'idées, eh bien, vous reviendrez passer le concours l'année prochaine, tout simplement. Sandrine, moi, quand je rentre chez moi, le soir, après le travail, je laisse ma vie professionnelle de côté car je m'occupe de ma vie de famille, certes, mais tout dépend quel métier vous faites, Sandrine. Voilà. Et ensuite, Chantal, c'est la dernière question, ensuite je passe à la diapo suivante. On peut évoquer les citations si on en connaît, mais il vaut mieux éviter. Prendre son mal en patience et avoir la sagesse d'accepter. Marc Aurèle, oh là là, mais là, Chantal, si vous me citez du Marc Aurèle, là, je dis respect. Alors,
donc c'est le quart d'heure philosophie. Donc c'est Chantal qui nous propose, Marc Aurèle, prendre son mal en patience, c'est avoir la sagesse d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Et oui, voilà une attitude stoïcienne qui consiste en effet à accepter et à faire avec. Ce qui revient plus ou moins à ma citation d'Ignace de Loyola, mettez-moi où il y en a et je me débrouille, mais c'est un peu plus simplé, on va dire. Bousseau, j'arrive toujours pas à me préparer sur Skype, comment faire? Bon, ça, il suffit de m'appeler. Voilà. Alors, j'évoque, si vous le permettez maintenant, la deuxième aspect, à savoir se présenter. Alors, beaucoup de candidats, beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui, comme vous, sont amenés à présenter l'oral, vous me posez systématiquement la question, doit-on se présenter? Sous-entendu, vous avez pris le sujet, vous êtes isolé dans la salle de cours à côté, vous préparez votre sujet pendant 10 minutes, on vient vous chercher, on vous invite à vous asseoir, vous prenez place, vous êtes face aux trois jurys, et là, il y a cette phrase qui retentit et qui est toujours la même. Monsieur, mademoiselle, quel est votre sujet? C'est à vous, allez-y. Sous-entendu, je vous en prie, go, c'est le coup d'envoi, un peu comme aux 100 mètres d'athlétisme lorsque le bang du revolver retentit. Puisqu'à un moment donné, on vous dit, allez-y. Bon, attention, le jury ne vous dit pas, présentez-vous. Puisque là, vous êtes dans la partie A, culture générale, donc on dit, quel est votre sujet? Certaines prépas privées, que je ne citerai pas, indiquent qu'à ce moment précis, il faut vous présenter. Bon, écoutez, moi, à table, si je dis passez-moi le sel, vous passez pas le poivre. Donc, si je vous demande quel est votre sujet, vous n'allez pas répondre. Bien, je m'appelle Sophie Duchamp, j'ai 19 ans, j'habite à Rouen, j'ai un bac ST2S et aujourd'hui, je vais donc traiter ce sujet. Vous voyez, parce que beaucoup de prépa, donc, vous obligent à faire ce genre de choses. Non. Le temps de la présentation, eh bien, viendra dans un deuxième temps, naturellement, ensuite. Voilà. Donc, quel est votre sujet? Vous restituez le sujet, vous reformulez le sujet comme je l'ai fait précédemment. Ensuite, vous serez coupé ou non pendant la culture générale. Très fréquemment, nous sommes soit en tant que jury, nous sommes confrontés à des candidats qui, je dirais, comme la bougie s'éteint, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à dire. Et fréquemment, le jeune qui n'a plus rien à dire utilise cette formule, qui est la suivante, bien voilà, j'en ai terminé, avez-vous des questions? Et le jury répond, non, continuez, présentez-vous. Voilà, ça peut se passer de cette manière. Donc, nous prenons la posture qui consiste à clôturer la culture générale, et ensuite, je dis bien ensuite, le jury vous dira, présentez-vous. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là? Dans tous les cas de figure, qu'il s'agisse de présentez-vous, pourquoi êtes-vous là, cela revient au même, c'est, je dirais, une invitation à dire ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous voulez faire. Passé, présent, futur, c'est ce qu'on appelle un projet professionnel. Donc, présentez-vous. Attention, j'insiste, il ne faut pas vous présenter selon le mode purement identitaire. Ce que j'appelle la présentation identitaire, c'est un peu comme la photomaton, lorsque vous faites une photo d'identité pour le passeport à l'intérieur donc de la gare de Lyon dans le box à 5 euros. Mettez une pièce et vous avez votre photo. Ça, c'est votre identité. Âge, prénom, lieu d'habitation, nombre de frères, nombre de sœurs, etc. Donc, attention, ne pas vous présenter d'une manière lacunaire, c'est-à-dire présentez-vous. Donc je m'appelle Émilie Duchamp, j'ai 22 ans, j'ai un bac ST2S. Point final. Non, il ne faut surtout pas faire ce genre de choses. Il faut
trouver, rechercher ce que j'appelle les points d'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'un point d'ancrage? Un point d'ancrage, comme son nom l'indique, dans ancrage, il y a ancre, c'est-à-dire ce qui permet à un navire eh bien, de rester au port. Ou eh bien, tout simplement de ne plus bouger, c'est-à-dire que l'ancre immobilise le navire. Un point d'ancrage dans un CV, en fait, il s'agit des colonnes, il s'agit des points forts. Donc, il y a un travail à faire sur vous-même qui consiste à trouver vos cartes fortes, c'est-à-dire les points forts, les raisons qui font que les jurys seront sensibles à votre candidature. Et donc, évidemment, ça c'est un travail, je dirais, d'introspection ou un travail qui doit être conduit par des professionnels, c'est-à-dire des jurys ou des formateurs. Il y en a des centaines et des centaines en France, dont je fais partie. Et ce travail va consister justement à souligner ces points d'ancrage pour être sûr à un moment donné de les utiliser pendant l'oral et surtout de les introduire pendant l'introduction. Donc évidemment, ça peut être le CIF, hein, puisque là je vois qu'il y a une jeune fille qui m'a envoyé un message, c'est pas CIF mais c'est DIF, non, c'est pas, j'ai volontairement noté CIF et non pas DIF. CIF nous renvoie à FONGECIF, congé individuel de formation, et non pas droit individuel de la formation. Donc, le stage volontaire, j'insiste, moi le stage que vous avez conduit durant votre bac SP A2S ou je ne sais trop quoi, ça ne m'intéresse pas. Parce que finalement, ou c'est la prépa qui vous a invité à faire un stage d'observation, qui vous a même forcé, ou cela s'inscrit dans le cadre de votre cursus en terminale. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est lorsque vous avez pris les devants et que vous avez pris l'initiative de vouloir voir comment ça se passe. C'est ça ce que j'appelle un stage volontaire. Si vous êtes également donc adulte et que vous êtes donc en reconversion, donc ça signifie que quelquefois vous avez pris cette décision de faire une rupture conventionnelle ou un choix anticipé, évidemment, c'est le classique bac ST2S. Donc ces points d'ancrage, vous en avez certains. Si évidemment vous n'avez pas de point d'ancrage, ça signifie que vous allez convaincre les jurys uniquement par une attitude donc déclarative. Mais se présenter, dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes là durant l'introduction, lorsque les jurys vous diront présentez-vous, ça ne s'improvise pas. Je le répète, ça ne s'improvise pas. Et vous devez vous présenter, dire ce que vous êtes à partir de ce que vous avez fait. L'homme et ce qu'il fait. Donc je veux dire par là que ça c'est une dimension cruciale et c'est tout un art et c'est ce que nous travaillons évidemment sur Skype, sur Visioprépa. Voilà, c'était le quart d'heure marketing. Donc Kelly, question, peut-on dire une qualité des... Non, 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 stop. Kelly, arrêtez. Ne me parlez pas de vos défauts et de vos qualités durant la présentation. Les questions concernant les qualités et défauts, évidemment, c'est la tarte à la crème. Ça peut évidemment se produire. Et je dirais, allez, peu importe si notre confrère et jury m'écoutent, les jurys qui posent la question des défauts et des qualités sont en fait de mauvais jurys, des piètres jurys. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est attendue, c'est une question qui est répétée, ressassée, etc., etc., etc. Alors, évidemment qu'il y a certaines variantes, mais je dirais que, évidemment, ça m'est arrivé de poser la question, mais surtout pour préparer les candidats lorsque ceux-ci seront confrontés à. Mais vous en faites tous une montagne, cette question, alors qu'il ne faut pas. Bien, alors ensuite, Daniel, si on ne fait pas un stage, doit-on... Pardon? Si on n'a pas fait un stage, doit-on mentir? Alors là, évidemment, c'est la problématique de Pinocchio. Je ne suis pas prêtre,
vous n'êtes pas au confessionnal, je ne suis pas en train de voir si vous avez fait des péchés, si vous avez menti, ou je ne suis pas non plus juge, je ne vous ai pas demandé de dire la vérité, de prêter serment. Écoutez, élaborer et inventer un stage alors que vous n'avez pas fait, à mon avis, ça risque d'être très 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 délicat. Christelle, dire que l'on n'a pas fait un stage volontaire dans une maison de retraite, par exemple, dont on le prouvait, ou c'est juste une déclaration. Alors là, je comprends pas. Dire qu'on a fait un stage volontaire dans une maison de retraite, par exemple, doit-on le prouver, ou c'est juste une déclaration. Et Christelle, je comprends pas ce que vous dites, j'en suis désolé. Pauline, après un échec en PACES dans le but d'être sage-femme, est-ce que je dois le dire? Oui, ça dépend, ça dépend. Alors, ça c'est ce que je vois sur Skype individuellement, mais là vous n'avez pas trop le choix et je vais évoquer PACES juste après, si vous le permettez. Marine, mais au début, quand on rentre dans la salle, le jury se présente et ensuite il nous demande de nous présenter. Tout à fait. Dans un premier temps, pour vous mettre à l'aise, je dis bien pour vous mettre à l'aise, on se présente. Voilà, c'est une mesure qui est très courante. Voilà. Christelle, si on a fait un rapport de stage, peut-on l'amener? Non, 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 mais arrêtez avec vos rapports. Vous allez venir avec un classeur. Non, non, non. Vous arrivez les mains dans les poches avec un stylo. Donc, en aucun cas, on va vous demander des documents durant l'oral. En aucun cas. Sadrina, moi je passe mon oral à S au mois de mai. Bon, soit. Il faut que je vous contacte. Vous ne pouvez pas sur Skype. Oui. Vous me contactez à partir de début avril. Alors, Iman, non, ne peut-on pas mentir pour les stages car logiquement ils vont poser tout plein de questions et donc c'est bête de trouver. Donc je vais pas lire ce que vous avez écrit, Iman, parce que là, voilà. Oui, oui, soit. Sonia, et dans le cadre d'une reconversion professionnelle en étant au chômage, comment se présenter? Alors là, c'est très délicat, Sonia, dans la mesure où il faut que vous m'indiquiez pourquoi vous êtes au chômage. C'est-à-dire comment, suite à un licenciement, suite à une rupture conventionnelle, un licenciement économique, un licenciement pour faute, pour cause réelle et sérieuse. Il y a grosso modo 3-4 cas de figure. Donc ça, il est impératif de l'indiquer. Bien. Les moyens, donc, pour convaincre un jury. Alors évidemment, ce que je vais dire est très, 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 très simple, mais quelquefois, ce sont les choses les plus simples que l'on ne sait pas dire. Je m'explique. Évidemment, vous l'avez compris, durant l'oral, il va falloir montrer que, un, vous êtes au fait de la réalité, confère Clémentine Fenge, confère le sujet que nous avons évoqué précédemment. C'est ce que j'appelle le principe de réalité. Et deux, vous devrez montrer que vous avez mis en place des moyens afin de vous documenter et d'anticiper. Bon, donc au sommet de cette démarche, nous avons bien évidemment le stage, évidemment. Deuxièmement, les lectures. Toute documentation possible et diverse, dont évidemment le fait d'avoir vu et d'en faire état la vidéo de Clémentine French. Vous êtes rendu au sein des journées portes ouvertes des IFSI. Et ce que je voudrais vous dire, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, le meilleur argument face à la question pourquoi devrions-nous vous recruter, je répète, pourquoi devrions-nous vous recruter, c'est de répondre parce que je m'en sens capable, je me sens capable d'assumer ce métier compte tenu que je me suis documenté et que je sais à quoi m'attendre. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? De toute manière, c'est un chèque en blanc que vous allez me faire. Je dis bien c'est un chèque en blanc. Qui me dit que vous serez capable de surmonter toutes les difficultés dont nous avons fait état? Qui me le dit? Comment puis-je en faire le pari? Je peux, pardon,
vous regardez dans le blanc des yeux et essayez de définir si oui ou non vous serez capable d'assumer. Mais je ne suis pas Madame Soleil. Alors direz-vous, en tant que professionnel du recrutement, je vais bien évidemment voir quels sont les moyens que vous avez mis en place si cette décision est improvisée au dernier moment. Et le seul et dernier argument que vous pourrez énoncer, c'est je m'en sens capable. Alors, évidemment, et je vais bientôt terminer, il y a 4 figures. Je dis bien 4 figures. La première figure, c'est celle du bachelier. C'est-à-dire le jeune qui a 18 ans et qui, en ce moment, est en terminale. Ou celui qui a eu son bac en juin dernier et qui ensuite a travaillé chez McDonald's à mi-temps ou a fait une prépa. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, c'est celui qui a entamé une faculté de je ne sais pas trop quoi, c'est-à-dire un autre métier ou à une école de commerce, et qui ensuite a trouvé les moyens et a pris cette décision qui consiste à se réorienter. À mon sens, c'est évidemment le cas le plus délicat. Et le cas de la reconversion, sous-entendu, vous avez pratiqué un métier au préalable. Et évidemment, le classique, parmi les grands classiques, PACES. Médecine, sage-femme, etc. Bien. Ces 4 cas de figure, il y en a d'autres, mais il s'agit là des principaux, nécessitent que vous indiquiez durant la présentation que vous êtes dans tel ou tel cas, surtout pour la reconversion, bien évidemment. Attention à PACES. Il faut bien distinguer le jeune qui a fait une année de préparation médecine, mais qui a échoué, voire a remis le couvert une deuxième fois pour tenter une deuxième année, de celui qui s'est épuisé pendant la première année et qui a baissé les bras. Donc, nécessité ici, je dis bien, d'afficher cette réalité et pour PACES, vous pouvez, et c'est ce que je vous conseille de faire, montrer que cela vous a mis un coup sur la tête, vous aviez un genou à terre, vous avez pris du recul. N'ayez pas, je dirais, de crainte à souligner la souffrance, le fait que vous avez été vraiment bousculé, mis à mal. Et ensuite, comme le dit le philosophe, ce qui ne tue pas rend plus fort, vous avez cherché, alors soit évidemment le choix alternatif d'infirmier s'impose, soit évidemment il, je dirais, fait l'objet donc de votre décision, mais d'une manière un peu plus analytique, c'est-à-dire et non pas immédiate. Bon, en général, le choix est assez direct. Concernant la reconversion, la question clé, je dis bien la question la plus importante, vraiment la question, mais alors, à partir de laquelle, à mon sens, une reconversion, un entretien de reconversion s'articule, c'est pourquoi aujourd'hui et pas hier? Pourquoi, madame, du haut de vos 36 ans, êtes-vous aujourd'hui en train de passer le bras et pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas vu l'année dernière? Ça, c'est la question, à mon sens, qui est la question clé. La réorientation, pourquoi est-ce délicat? Eh bien, parce que c'est le syndrome du papillon qui butine d'une fleur à l'autre et attention à la réorientation, c'est-à-dire le fait de ne pas terminer quelque chose que vous avez entamé et de vous orienter vers infirmier. Il est 20h. Bien. Daniel, vous me demandez de reprendre la phrase clé, mais là je ne sais pas de quoi vous parlez, je suis désolé. Voilà. Alors, Corinne me pose une question. Donc, c'est très simple pour les Skype, les formations individuelles, évidemment, vous pouvez me joindre fin avril. Ashna, si les jurys se présentent et ne disent plus rien, eh bien, vous leur demandez ce que vous devez faire. Il ne faut jamais perdre votre sang-froid
Et un jury muet, c'est tout simplement un jury qui essaye de vous déstabiliser. Et donc, j'ai traité toutes les questions pièges dans un autre webinaire que vous trouvez sur www.visioprepa.fr. Donc, la phrase clé me dit Frédéric, oui, c'est en effet le fait de se sentir capable. Bon, je n'y reviens pas. Sadrina, donc, bon, alors là, évidemment, si vous me parlez maintenant de tous vos cas individuels, je le dis, je le répète, je ne peux pas rentrer dans vos problématiques. Ça, je le fais individuellement sur Skype. Voilà. Iman, est-ce que l'on peut rendre vos Skype? Bon, ça vous le ferez dès demain. Anne Vivier, donc c'est la première fois, je crois, que nous avons Anne. Donc bonsoir Anne. Est-ce que un bac plus 2 dans l'art peut être un avantage? Ha 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 ha. La bonne blague. Alors, Anne, ma très chère Anne, comme dirait l'autre, non, ça, c'est pas du tout un avantage, je dirais que c'est un gros problème. Alors, pourquoi c'est un gros problème? Eh bien, parce que vous avez vu que j'ai décrit le métier d'infirmier, donc que j'ai noirci le tableau, et ça, je dirais que c'est le côté fourmi, le travail acharné, et vous avez souhaité faire carrière dans l'art, et donc c'est la cigale, voyez-vous, parce que lorsque l'on chante, on est dans le plaisir, on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire que l'art, on pratique l'art par passion, il n'y a pas de contrainte en général, et donc passer de bac plus 2 en art ou musique, art, beaux-arts, je ne sais trop quoi, et dire à un jury, maintenant je veux travailler dans un service hospitalier en tant qu'infirmier, là, je vous garantis que c'est possible, je dis bien c'est possible, mais ça va demander beaucoup de pratique et une préparation. Donc non, ce n'est pas un avantage, Anne. Je m'excuse, je suis un peu direct, mais c'est pour certains un défaut, et pour moi c'est une qualité, puisque quitte à affronter, je dirais, une difficulté, il est quand même préférable de savoir en quoi celle-ci, elle consiste. Voilà, donc j'ai terminé le webinaire de ce soir. Vous pouvez bien évidemment me retrouver sur www.visioprepa.fr, voir évidemment la liste de tous les candidats préparés et qui ont obtenu 20. Et cette année, je le répète, vous avez la possibilité donc eh bien, de rentrer en contact avec des candidats. Et il y a une liste de tous les candidats qui ont eu 20 sur 20. Donc je pars du principe que parler avec quelqu'un qui a vécu et qui a passé l'oral, c'est un avantage. Donc vous le faites directement sur visioprepa.fr. Et concernant les sujets, j'insiste, vous avez donc, pour ceux qui passent encore des écrits, évidemment il y en a beaucoup parmi vous, vous avez 15 sujets, mais je vous remercie vous tous et vous toutes. Vous me faites passer tous les sujets, et il y en a encore, j'en ai encore 5 ou 6 à publier. Donc nous les mettrons sur le site dans les jours qui viennent pour bien vous permettre d'anticiper les problématiques et les différents sujets mais qui tombent à droite et à gauche en France et d'octobre. Donc là, j'ai terminé, je dirais, ce webinaire. Il y en a encore un qui est programmé à l'intérieur donc du système. Donc demain c'est Pamiers, donc un concours qui est très intéressant, Olivier, Pamiers, donc bon courage demain. J'insiste sur le fait que pour ceux qui viennent de se connecter ce soir pour la première fois, donc vous pouvez me retrouver sur www.visioprepa.fr. Je peux vous former individuellement sur Skype. Tous ceux qui ont eu 20 sur 20 donc, ont obtenu la note. Donc je vous rassure, ce n'est pas par manque de modestie, je ne me prends pas pour Merlin l'Enchanteur, mais il s'avère en effet que l'année dernière, plus d'une dizaine de candidats ont eu 20 sur 20. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est un travail individuel, un travail de préparation. On peut passer le concours sans préparation, bien évidemment, mais pour certaines questions, comme certaines qu'on a évoquées ce soir, surtout pour les reconversions, c'est, je dirais, préférable. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour cette énième webinaire. Donc, il y a eu un peu plus de 80 cette année.
Certains sont dans le domaine public, donc celui-ci sera mis dans le domaine public, c'est-à-dire sur YouTube, dès demain, et d'autres sont privés, donc ça signifie qu'il faut vous inscrire sur visioprépa.fr si vous souhaitez donc que je vous prépare individuellement. Voilà. Merci de votre attention et à une prochaine fois.